Voilà maintenant quelque temps que je suis resté au village du Blizzard. Bien qu'il y fasse toujours très froid, on arrive à la période de l'année où la neige y fond et où le village commence à perdre son manteau blanc. Je commence à prendre mes marques ici, et Torail aussi d'ailleurs. Tout le monde l'adore. En Hyrule, j'ai déjà croisé bien des villages et bien des cités, mais le village du Blizzard ne ressemble à aucun autre. Bonjour, remplissez votre bourse à rubis et faites le plein de potions, car des montagnes au village, de la mer au sous-bois, bienvenue dans ce nouveau récit de voyage d'Hyrule et au-delà. Avant de commencer, je tenais à préciser que le mot humain renvoie ici au peuple humain et ilien. Plusieurs différences existent entre ces deux peuples, mais je fais ici le choix de les ranger dans la même catégorie pour ce récit. Donc, tout d'abord, parlons des fondements de la famille royale d'Hyrule, existant depuis des temps bien reculés. Nous pouvons tout d'abord évoquer le fait que leur symbole représente la Triforce des trois déesses surplombant un oiseau rouge écartant les ailes, prenant son origine à Célesbourg dans The Legend of Zelda Skyward Sword. Célesbourg correspond chronologiquement à la toute première ville visitable dans l'histoire de la série. Et ce village volant contient plusieurs secrets et anecdotes. Tout d'abord, la petite bourgade contient une école de chevalerie, bâtiment principal de Célesbourg, et cette même école fête, au moment de l'histoire du jeu, son 25e anniversaire, tout comme la série Zelda fêtait son 25e anniversaire au moment de la sortie du jeu. Les élèves de cette même école de chevalerie ont chacun leur chambre, même Zelda, ancêtre de toutes les prochaines Zelda à venir. Dans cette même chambre de Zelda, on peut trouver un personnage récurrent de la série, Tingle. Hormis son école de chevalerie, Célesbourg possède une grande place, une tour de guet, un marché couvert, un cimetière et une statue de la déesse Hylia, vénérée à Célesbourg, qui comporte un temple à elle toute seule. D'ailleurs, tous les habitants de Célesbourg ont un point commun avec le village Piaf de The Legend of Zelda Breath of the Wild. En plus d'être tous associés au ciel, chaque habitant de Célesbourg possède un nom en rapport avec des noms d'oiseaux. Églantine pour l'aigle, Ulule pour la hulotte, Latruche pour l'autruche, Harpignon pour la harpie, ou encore Goël pour le goéland. Est-il possible que cela soit un indice sur l'origine du peuple Piaf de Breath of the Wild ? En tout cas, si les habitants de Célesbourg ne sont pas les ascendants des Piaf, on peut deviner de qui ils le sont. En effet, beaucoup de personnages de la série sont très certainement les descendants de ces habitants des cieux. Par exemple, comme dit dans un épisode précédent, Monsieur Gaepora serait l'ancêtre de Raoru. Harpignon, lui, serait celui du vendeur de masques. La main dans les toilettes, récurrente dans la série, est aussi présente ici. Et, encore plus flagrant, à la Citrouille Perchée, bar-restaurant situé non loin de Célesbourg, on retrouve ce qui s'apparente être les ancêtres des compagnons de Link dans The Legend of Zelda Twilight Princess. Potron, gérant de l'établissement, serait l'ascendant de Thelma, gérante de la taverne de Thelma. Rico, de Lafrel, Tyrone, de Ash, et Loisel, de Jed. À la fin du jeu, les habitants de Célesbourg redescendent sur Terre et fondent leur propre royaume, le royaume d'Hyrule, avec Zelda pour première princesse. Un peu après les événements de Skyward Sword, on peut alors trouver la cité d'Hyrule dans The Legend of Zelda The Minish Cap. Cette cité est plutôt vaste et représente la première ville gouvernée par la famille royale d'Hyrule. On y retrouve une bibliothèque, une école, une coordonnerie, une auberge, des boutiques, une boulangerie et j'en passe. Et évidemment, le château d'Hyrule, tout premier de la chronologie. En avançant un peu dans cette dernière, on retrouve le bourg d'Hyrule dans The Legend of Zelda Ocarina of Time.
On peut alors fortement émettre l'hypothèse que ce soit la même ville que dans Minish Cap, mais bien plus tard, au même endroit où les habitants de Célesbourg ont fondé les bases de leur royaume. On peut visiter, autour d'une place centrale, plusieurs boutiques et échoppes. D'ailleurs, dans le jeu du stand de tir, on peut remarquer plusieurs avis de recherche placardés sur les murs. Et, étrangement, on y reconnaît Vaati. Le Bourg-d'Hyrule garderait-il un mauvais souvenir des événements de The Minish Cap ? Vous vous rappelez de la jeune fille qui m'avait sauvé la vie dans la neige ? Eh bien, on s'entend très bien, elle et moi. Elle s'appelle Aurore. Oh, salut Aurore, tu vas bien ? Dis-moi, tu sais où est Torail ? Torail ? Ah oui, ton cheval doit encore être parti à l'autre bout du village en suivant les enfants. Pourquoi ? Tu as besoin de lui ? Oui, je crois qu'il est temps pour moi de reprendre ma route. Tu vas nous quitter ? Déjà ? Oui, il faut que je poursuive ma quête, Aurore. Je pense partir ce soir. D'accord, je comprends. Je vais voir si je trouve Torail alors. Merci. Merci, Aurore. À ce point de l'histoire, la chronologie se sépare en 3 branches. Dans la timeline de l'âge adulte, le royaume est recouvert par la mer, et plus rien ne subsiste de la famille royale, mis à part son château, endormi sous les flots, dans The Legend of Zelda The Wind Waker. Déjà évoqué dans le tout premier épisode d'Hyrule et au-delà, on peut tout de même relever le fait que l'on retrouve un tableau au sein de celui-ci qui représente l'ancienne famille royale d'Hyrule. Et, étrangement, ou pas, les personnages qui entourent la princesse ressemblent énormément à l'équipage de pirates de Tetra. Dans cette même timeline, un nouveau royaume d'Hyrule sera fondé par Link et Tetra en des lieux beaucoup plus lointains. On retrouve alors la nouvelle citadelle d'Hyrule et le nouveau château d'Hyrule dans The Legend of Zelda Spirit Tracks. Dans la timeline de l'enfance, on se doute que la citadelle d'Hyrule et le château ont été reconstruits à un autre endroit. En effet, dans Twilight Princess, on remarque que le temple du temps, qui se trouvait juste à proximité du bourg d'Hyrule dans Ocarina of Time, est maintenant à l'abandon, en pleine forêt. La nouvelle citadelle est reconstruite en plein centre du royaume, ce dernier dirigé visiblement par Zelda toute seule. Cette citadelle d'Hyrule est très vivante et comporte, comme le bourg d'Hyrule, une place centrale avec une fontaine et plusieurs rues parallèles. On peut y trouver un cabinet médical, un café, plusieurs boutiques, une maison de divination, mais aussi l'étrange maison de Giovanni qui a subi un maléfice, pour le punir de sa cupidité. Toute sa maison est en or, mais aussi son chat et son propre corps. Giovanni est une référence à un mythe de la mythologie grecque, le mythe de Midas. Midas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un roi cupide qui a reçu l'étrange pouvoir de changer tout ce qu'il touchait en or. Dès lors, ses propres amis, sa femme, sa nourriture se transformèrent en or, et le pouvoir, d'allure si extraordinaire, se transforma en une réelle malédiction, exactement comme Giovanni. Non loin de cette maison, on retrouve le mystérieux château de Macaon, qui est une reine des insectes autoproclamée. Son nom vient évidemment de l'espèce de papillon, le macaon. Et enfin, comme dit précédemment, dans la citadelle d'Hyrule, nous pouvons nous rendre à la taverne de Telma, bar du coin. D'ailleurs, savez-vous pourquoi le chat de Telma s'appelle Louise ? Eh bien, c'est une référence au film de Ridley Scott qui se nomme Telma et Louise. Dans la timeline de la défaite, la famille royale d'Hyrule n'est pas réellement en position de force. On retrouve tout de même le château d'Hyrule, parfois en bien mauvaise posture, dans The Legend of Zelda A Link to the Past ou encore dans The Legend of Zelda A Link Between Worlds. Dans ces 2 jeux, le royaume est gouverné, là encore, par la princesse Zelda. Et enfin, dans Breath of the Wild, le château d'Hyrule est en ruine et pris d'assaut par les sbires de Ganon. Selon les développeurs du jeu, ce château serait inspiré d'un véritable château allemand, le château de Neuschwanstein. Les ruines qui se trouvent à ses pieds semblent être les restes de la citadelle d'Hyrule de Twilight Princess, notamment par la forme de ses rues, mais surtout de la place centrale décorée par sa fontaine. Pour en finir sur la famille royale d'Hyrule,
Plusieurs montagnes du jeu se voient dotées d'un nom évoquant un roi de l'histoire des jeux Zelda. Par exemple, comme dit dans l'épisode sur les régions enneigées, le mont Roham en référence au roi de Breath of the Wild, Roham Bosphoramus Hyrule, mais aussi le mont Daphnes pour le roi de The Wind Waker, Daphnes Noansen Hyrule, et même le mont Gustave pour le roi de The Minish Cap, le roi Gustave. J'ai retrouvé ton cheval. Il adore ce village, je crois. Oui, je sais, mais moi aussi, hein. C'est juste que... Que tu dois continuer ta quête. Oui, je le sais. Mais tu sais, je crois que tu vas beaucoup me manquer. À moi aussi, Aurore. À moi aussi. Bon, tu en étais où dans ton histoire? Ah oui. Dans la série Zelda, on trouve de multiples villages éparpillés à droite à gauche. Nous avons déjà évoqué le village de Toll de Twilight Princess, qui détient un point commun avec l'île de l'Aurore de The Wind Waker. Le cochon noir de l'île s'appelle Link, tout comme s'appelait Link le chat du magasin de Twilight Princess, et même comme s'appelait Link le jeune Goron d'Ocarina of Time. Cette île de l'Aurore est le village natal de Link. Village assez paisible où il vit en compagnie de sa grand-mère et de sa petite sœur. En parlant de la sœur de Link, Ariel, il existe une théorie la concernant. Pour beaucoup, la petite fille serait une sage qui s'ignore. Plusieurs arguments viennent appuyer cette hypothèse. Les développeurs du jeu ont avoué que 2 donjons ont été retirés de la version finale. Sûrement le donjon pour récupérer la perle de Nairou, certainement prévu sur l'île du Poisson à la base, et un donjon associé à un 3e sage, trio avec Medoli, sage de la terre, et Doumoria, sage du vent. Ariel serait donc la 3e sage, possiblement la sage de l'eau ou même la sage de la mer. Ceci pourrait expliquer pourquoi Jabou, détenteur de la perle de Nairou, vient se réfugier dans l'île de l'Aurore, là où vit la petite fille, comme Valou, détenteur de la perle de Din, habite sur l'île du Dragon, proche de Medoli, et comme l'arbre Mojo, détenteur de la perle de Faror, habite sur l'île aux forêts, proche de Doumoria. Enfin, argument plutôt convaincant, lors du générique de fin, on entend le thème de Medoli se jouer, suivi du thème de Doumoria. Complété juste après par le thème de la Grande Mère, qui aurait pu être le chant d'éveil d'Ariel en tant que sage de la mer. Encore mieux, juste après, les thèmes de Medoli et de Doumoria se relancent, puis s'achèvent sur le thème d'Ariel elle-même. Il faut d'ailleurs avouer que le rôle de sage de la mer lui irait parfaitement bien. Parmi les autres villages humains de la série, on a le village de la jeune fille bleue de The Legend of Zelda Fourth Sword Adventure, le village Prokis de Spirit Tracks, l'île Melka de The Legend of Zelda Phantom Hourglass, qui se ressemblent un peu tous, il faut l'avouer, mais font tous plaisir à visiter en long, en large et en travers. Dans The Legend of Zelda Link's Awakening, Link se réveille dans le village des mouettes, petite bourgade paisible de l'île Cocolint. Bien que le lieu soit assez petit, on y trouve un magasin, une bibliothèque et une salle de jeu, mais aussi la maison de Pépé le Ramolo. Pépé le Ramolo, c'est l'homme qui décroche au bout du fil de tous les téléphones de l'île Cocolint. Le seul téléphone où Pépé le Ramolo ne peut pas décrocher, eh bien c'est quand on l'appelle depuis sa propre maison.
Si Link tente quand même d'appeler avec cet appareil, il entendra une bien étrange réponse. Aussi, dans The Legend of Zelda Oracle of Ages et Oracle of Seasons, on peut trouver la cité de Lina et le village de Lina. Dans les deux jeux, Link peut rencontrer Blossom et Bipin. Et ces deux personnages semblent donc pouvoir voyager entre Holodrum et Labrina, chose extrêmement rare et qui ne s'explique pas vraiment d'ailleurs. C'est aussi dans ce village de Lina que l'on retrouve la fameuse main dans les toilettes. Ça aussi, ça ne s'explique vraiment pas. La première fois que nous voyons cette main dans les toilettes, nommée 3 points d'interrogation, c'était dans The Legend of Zelda Majora's Mask, dans la petite ville de Bourg-Clocher. C'est aussi à Bourg-Clocher que les joueurs pouvaient voir, pour la première fois, Tingle. Cette bourgade du monde de Termina a, évidemment, elle aussi, sa représentation d'une étape du deuil, comme les autres régions que l'on a vues dans les épisodes précédents. En effet, cette ville humaine symboliserait le déni, première étape du deuil. Et ce n'est pas très difficile à démontrer. Presque tous les habitants de Bourg-Clocher semblent s'en ficher totalement que la lune tombe juste au-dessus de leur tête. Plusieurs personnes évoquent cette possible fin du monde, mais expliquent par la même occasion que ce n'est pas vrai. Les habitants de Bourg-Clocher préparent leur fête comme si de rien n'était, dans le déni le plus total. Pourtant, la fin du monde est très proche, et cela se ressent jusque dans la musique de la petite ville. 3 jours avant la fin du monde, la musique est légère et entraînante. 2 jours avant la fin du monde, celle-ci s'accélère, et 1 jour avant, elle devient angoissante et malsaine. À Bourg-Clocher, tous les habitants de la ville sont des alter-ego de personnes vivant en Hyrule. Tous, sauf un, Kafei. Jamais en Hyrule, nous n'avons vu quelqu'un ressemblant à Kafei. Sa fiancée, elle, pourtant, est bel et bien l'alter-ego de la laitière du village de Cocorico. Et si Kafei était l'alter-ego terminien de Link? En effet, mis à part la couleur de cheveux, leurs corpulences sont relativement similaires. Mais surtout, l'argument phare des défenseurs de cette théorie est la quête intérieure de Kafei. Effectivement, le fiancé d'Enju a reçu un maléfice, lui faisant reprendre une forme d'enfant, le forçant à faire son deuil de sa forme adulte. Exactement comme Link, redevenu un enfant après ses voyages et ses exploits de Ocarina of Time. Toujours en restant en dehors d'Hyrule, dans The Legend of Zelda Triforce Heroes, nous pouvons nous rendre dans le royaume d'Estof, gouverné par le roi Frisette et la princesse Mousseline. Des noms fantastiques. Dans ce même royaume d'Estof, on peut rencontrer le fonctionnaire, qui possède des lunettes et un chapeau bien particulier. Eh bien, ces 2 objets sont revus à la toute fin de l'histoire, devant un livre fermé. Plusieurs théoriciens supposent alors que c'est le fonctionnaire lui-même qui aurait écrit l'histoire de ce Zelda. Comme nous le disions tout à l'heure, le royaume d'Estof possède un roi nommé Frisette. Ce même roi a le droit à un clin d'œil dans Breath of the Wild, puisqu'une petite montagne au sud-est du royaume se nomme le mont Frisette. Restons dans Breath of the Wild pour que je puisse vous parler du village des Limites. Ce petit village campagnard est situé tout à l'est d'Hyrule. Les noms de ces différents commerces y ont d'ailleurs fait référence. En effet, l'auberge Agueil et la boutique de chez Kalima se sont dotés des noms de 2 vents venant de l'Est, l'Agueil et le Kalima. La teinturerie du Levant fait évidemment référence au soleil levant, qui se lève justement à l'Est. Et enfin, très explicite, la boutique d'ingrédients s'appelle carrément le vent d'Est. Le fait que le village se situe à l'extrémité de la carte se fait ressentir dans son nom japonais, Ate no Mura, qui signifie le village à la fin. Mais cela se fait aussi ressentir dans son nom français, le village des limites, littéralement le village des limites. Avec ça, on peut aussi noter que tous les habitants de cette bourgade ont un nom qui fait référence à une plante. Onag pour l'onagre, Sophora pour le sophora,
chou-fleur pour le chou-fleur, amarili pour l'amaryllis ou encore tillé pour le théier. La dernière chose que je peux vous faire noter sur ce paisible village des limites, c'est les noms donnés aux 3 forêts qui l'entourent, qui sont des anagrammes témoignant du niveau de difficulté des monstres qu'on peut y trouver, à savoir la forêt de Clef, anagramme de facile, la forêt de Termédia pour intermédiaire, et la forêt Prexet pour expert. Mon cheval est chargé. J'ai fait mes adieux aux quelques amis que je m'étais fait au village du Blizzard. Il est temps pour moi de reprendre ma route. Attends! Avant que tu ne partes, dis-moi, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu cherches? Après tout, je crois que je peux lui dire. Je lui explique alors quel est le but de mon voyage. Quel est l'objet de mes recherches. Alors c'est pour ça que tu es venu jusqu'ici? Dans ce cas, je pense que tu en es digne. Je peux t'aider pour la route à suivre. Sors du village et continue toujours vers l'est. Une fois notre montagne redescendue, tu sauras quoi faire. Merci. Merci beaucoup, Aurore. Je ne t'oublierai jamais. J'espère bien. Adieu et bonne chance. Le village de Cocorico est un lieu très récurrent dans les jeux Zelda. La toute première fois qu'il apparaît chronologiquement, c'est dans Ocarina of Time. Se trouvant au pied du sentier menant au mont du Péril, il tient son nom des nombreuses cocottes que l'on retrouve un peu partout dans le village. Lieu tranquille, parfait pour les voyageurs, on y trouve des boutiques, un cimetière, mais surtout un moulin. À l'intérieur de ce bâtiment agricole, Link peut y apprendre le chant des tempêtes. Cette musique est originaire d'un autre jeu Nintendo, Yoshi's Island, la musique du château. Avec ce chant des tempêtes, on a là la parfaite illustration du paradoxe de l'écrivain. Link, adulte dans le futur, apprend qu'un jeune garçon a joué une bien curieuse mélodie qui a détraqué le moulin. Le gérant lui joue cette même mélodie et Link, enfant, revenu dans le passé, entonne ce chant des tempêtes afin de détraquer le moulin, en apprenant donc au passage au gérant du moulin la mélodie. Mais alors, au final, qui a appris le chant des tempêtes à qui? C'est ça, le paradoxe de l'écrivain. Dans la timeline de la défaite, on retrouve le village de Cocorico que l'on avait appris être un ancien village Sheikah bâti par Impa. Link peut le visiter dans A Link to the Past, mais aussi dans A Link Between Worlds. Dans ce même jeu, le village de Cocorico d'Hyrule est en parallèle avec le village des bandits de Lorule. Dans le village hyrulien, on peut y croiser un bien curieux personnage nommé Papy Street Pass. Selon plusieurs théoriciens, Papy Street Pass serait un personnage que l'on connaît tous très bien. Link lui-même, le Link de A Link to the Past. Plusieurs arguments viennent justifier cette théorie. Tout d'abord, évidemment, le fait que Papy Street Pass soit habillé d'une tunique verte et de bottes en cuir. Mais aussi le fait qu'il semble posséder un bouclier Hylia et une réplique de l'épée de légende. Si Link fait le choix de réussir tous les défis de Papy Street Pass, il aura la possibilité de se battre en duel contre lui. C'est le combat le plus dur du jeu. Plus dur encore que le combat contre Ganon. Personnellement, je ne connais pas beaucoup d'Hyliens capables de rivaliser contre Ganon lui-même. Et enfin, argument convaincant, dans le générique de fin du jeu, lorsqu'apparaît Papy Street Pass à Cocorico, on peut entendre se jouer le thème du héros de la légende. Comme dit dans l'épisode sur les peuples des ombres, le village Cocorico existe aussi dans Breath of the Wild, mais a été repris par son peuple d'origine, les Sheikah. On retrouve ce village humain dans d'autres jeux, bien que parfois un peu plus implicitement. Par exemple, pour beaucoup de joueurs, Mercantile de The Wind Waker serait l'ancien village de Cocorico dans la timeline de l'âge adulte après la grande inondation.
Déjà, la présence d'un moulin et d'une grande quantité d'habitants pouvait nous emmener sur cette piste. Mais l'argument principal repose sur le fait que, si on écoute bien, le thème musical de Mercantile possède des passages très similaires au thème musical de Cocorico dans Ocarina of Time. Sur cette île, on retrouve une pharmacie, une poudrerie, une école, un café et plein de commerces comme la boutique de Naglagla, qui a sûrement contribué au nom donné à cette île. En effet, le mercantilisme est un mouvement économique qui a une vision internationale des échanges, exactement comme Naglagla qui souhaite commercer avec tous les marchands du royaume, offrant donc un parfait jeu de mots avec mer et île, mercantile. Et enfin, pour finir, dans la timeline de l'enfance, on redécouvre le village de Cocorico dans Twilight Princess. Ici, nous sommes face à un village plutôt désert, puisque tous ses habitants ont subi un assaut des monstres des ombres. Ne subsiste que le prêtre du village et Kramé, le gérant de la boutique de bombes. Tous deux accompagnés des enfants rescapés. Bien que ce village soit nommé Cocorico, plusieurs supposent qu'il n'est pas le village de Cocorico d'origine. En effet, on peut visiter dans Twilight Princess le village oublié, qui, comme son nom l'indique, est un ancien village en ruine. Ces restes de bourgade seraient en réalité le vrai village de Cocorico d'Ocarina of Time, expliquant pourquoi la vieille Impa ne souhaite pas abandonner ce village et surtout pourquoi on peut lire sur l'arche de l'entrée, en langue ilienne, « Bienvenue au village Cocorico ». Toutes ces habitations, ces villages et ces cités retranscrivent parfaitement toutes les diversités humaines que l'on retrouve, même dans notre monde. L'histoire des humains et des Iliens d'Hyrule nous montre parfaitement à quel point l'humain peut être bon, mauvais, crédule, déterminé, raisonné, égoïste ou généreux. Simone de Beauvoir disait « L'humanité préfère à la vie des raisons de vivre ». Je préfère être un peu plus optimiste et retenir la phrase de la première princesse d'Hyrule lorsqu'elle a découvert le lieu sur lequel elle allait fonder un royaume à l'histoire extraordinaire. « J'ai toujours rêvé de venir ici, de voir la terre de mes yeux, de sentir le vent sur ma peau. À présent, j'aimerais vivre ici, sentir le sol sous mes pieds, lever la tête pour voir les nuages et protéger la Triforce. » Quant à moi, j'ai fait mes adieux à Aurore et quitte enfin le village du blizzard. Alors que quelques larmes perlent sur mes joues, Toraï et moi suivons le chemin indiqué par ma nouvelle amie, si vite quittée. Je me demande où cela va bien pouvoir nous mener.